Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Quant aux célébrités du cru, on les retrouve, comme Sacha Distel, à l'Épiplage, où le barman a installé ses tables dans l'eau. Ou bien encore au lieu dit la poêle à frire, où les amateurs de bronzage total passent ainsi des heures à rôtir. C'était en juillet 1961 à Saint-Tropez et il fallait à tout prix bronzer. La bronzite, un terme de l'époque, était évidemment à la mode. Les corps s'exposaient avec le seul souci de brunir absolument la peau. C'était il y a plus de 50 ans et il n'est qu'à se promener aujourd'hui dans les rayons des crèmes solaires des grands magasins pour prendre la mesure du chemin parcouru. Depuis, comment s'est opérée cette évolution culturelle que je crois majeure? J'en parlerai avec mes deux invités, un historien, spécialiste du corps et un témoin privilégié de cette évolution. Mais avant de plonger dans les archives ensoleillé de l'INA, le soleil sera-t-il au rendez-vous des vacances? Un sujet de Sonia Donadé. Elles arrivent enfin. Après les intempéries et le climat social tendu, cette année, 57% des Français devraient partir en vacances. Un chiffre en légère baisse par rapport à 2015. Si la grande majorité des vacanciers a prévu de partir en France, d'autres prendront le chemin de l'étranger. Et pour les Parisiens qui resteraient dans la capitale, il y a bien sûr Paris-Plage, largement copié dans l'Hexagone, qui ouvrira ses portes du 20 juillet au 20 août, où vous pourrez sans risque ou presque vous exposer au soleil. Sans risque ou presque, c'est un peu l'un des enjeux de cette émission. Sur ce plateau, deux invités, un historien, Pascal Horry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, grand spécialiste d'histoire culturelle. Vous avez fait une histoire du bronzage il y a quelques années que j'espère voir un jour rééditée, peut-être même bientôt. On la voit aux éditions Complexes qui ont aujourd'hui disparu. Et plus récemment, on a aussi édité en poche votre belle illusion sur l'histoire des politiques culturelles sous le Front populaire chez CNRS, édition en livre de poche donc de cette collection du CNRS. Et en face de vous, Jacques Maillot. Bonjour. Bonjour. Vous avez été un très grand acteur du tourisme, du voyage, pour préciser un petit peu les choses, en fondant en 1967 Nouvelles Frontières. Vous resterez à la tête de l'entreprise jusqu'en 2001. Quand vous avez vu ces images-là, je vous ai vu un peu souffler en voyant Paris-Plage. Pour vous, c'est pas ça du tourisme, c'est pas ça des vacances, c'est pas ça du voyage? Paris-Plage, c'est non, ça. Alors, faisons bien la distinction entre voyage et vacances. Et en effet, à Nouvelles Frontières, moi j'étais un voyagiste, un organisateur de voyage. Alors par contre, la frontière, il y a des moments, il y a quand même une synthèse qui est possible. Je prends un exemple, d'ailleurs au début, je ne faisais que du voyage, et après les voyageurs ont mûri, ont grandi, et j'étais amené à créer des hôtels clubs, des Palladiens, des hôtels clubs Nouvelles Frontières. Et pas n'importe où, au soleil. Oui, au soleil, mais essentiellement quand même à l'étranger. C'est ce qui donc, et en même temps, il y avait une partie détente, mais une partie réellement découverte. Lorsqu'on fait un hôtel club en Tunisie, il y a deux solutions. Attendez, on reste parqué et on fait du bronze-cul sur la plage à Djerba, ou alors en même temps... On bronze intelligent. Oui, on peut, même plus que ça. On a des contacts avec le peuple tunisien, on participe au développement de la Tunisie, et d'ailleurs, un petit message, ça serait assez intelligent, au lieu d'aller, c'est très bien d'aller à Paris-Plage, mais ça serait mieux d'aller à Djerba et d'aller en Tunisie. Le peuple tunisien a besoin de nous. Alors, un peu d'histoire. Repartons dans on est dans l'histoire. On voit bien les liens entre la politique, le tourisme, etc. C'est pas nouveau, hein, ça. Mais j'aimerais quand même nous ramener au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On a d'ailleurs du mal à imaginer qu'on est un an après la Seconde Guerre mondiale à commenter ces images. On est en 1946 à la piscine Molitor, qui n'est pas comme aujourd'hui privatisée pour des richissimes. C'est encore un lieu ouvert au public. Et vous allez voir qu'on présentait à l'époque une grande nouveauté, un nouveau maillot de bain qui laisse apparaître la peau et qui donc ouvre un espace pour le bronzage de cette peau. Ici, on est tout aussi dévêtus, mais ce n'est peut-être pas pour nager, c'est plutôt pour se faire voir. Ces belles filles exhibent des costumes de bain devant un public et un jury qui s'intéressent plus au contenu qu'au contenant. Paulette Dubost n'a pas l'air de s'ennuyer et Madeleine Sologne remet à la gagnante une coupe dans laquelle tiendrait à peine son maillot. Mais voici mieux, cherchez le maillot. Le comique Andrex en est tout scandalisé, mais pas la concurrente qui semble fort satisfaite. Nous venons de voir les humains faire les singes. Ici, ce sont les singes qui font les hommes. C'est à se demander lequel des deux descend de l'autre.
parce que oui, on va pas parler des singes. En revanche, vous avez un peu tiqué sur le commentaire. Bon, c'est un commentaire d'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il serait tout de suite incriminé comme sexiste, et à juste titre, à mon avis. Et alors, maintenant, allons sur le sujet. C'est l'invention, en fait, aujourd'hui, les 70 ans, en tout cas autour des 70 ans du bikini. C'est une évolution culturelle importante. Bikini, comme son nom ne l'indique plus, est lié à la conjoncture de la libération et même des débuts de la guerre froide, puisqu'en 1946, Bikini, c'est d'abord un atoll sur lequel les Américains font sauter une bombe atomique, mais un habile entrepreneur français donne le nom de son maillot de pièces à ce bikini. Bon. Donc en fait, le maillot de pièces, il date d'avant la guerre, sauf que la guerre arrive au moment où on se libère sur ce plan-là aussi, et c'est la relance, en fait, c'est très lié à l'esprit de la libération, c'est la relance qui permet, avec ce nouveau nom, de faire croire que le bikini date de cette époque-là. En fait, le dénudement du corps féminin, il a commencé dans les années 20, et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'on invente littéralement, et c'est en France que ça se passe, pas ailleurs, le bronzage. Parce qu'avant, la femme, l'homme d'ailleurs aussi, mais d'ailleurs la femme est absolument protégée par voilette, survoilette, toutes sortes de crèmes, surtout ne pas s'exposer au soleil. C'est vraiment une révolution culturelle à prendre très au sérieux que de passer d'un seul coup, c'est-à-dire en moins de 15 ans, d'un extrême à l'autre. Et alors, l'industrie du tourisme va s'emparer très tôt de ça. Parce que, évidemment, vous avez beaucoup travaillé sur les congés payés, sur le Front populaire. Vous montrez que c'est un petit peu avant, en fait, avant même l'arrivée des congés payés. Ce n'est dû ni version élitiste à Coco Chanel, comme on le dit souvent, ni au Front populaire. Il se trouve, par exemple, qu'un autre très intelligent entrepreneur, M. Schweller, donc on laissera imaginer à quelle entreprise il appartient, et dont il est le fondateur, lance à ce moment-là une crème solaire en 1935. D'une certaine façon, il avait une intuition. Mais évidemment, c'est un mouvement profond de société qui a commencé dans les années 20, qui consiste à, pour des raisons médicales, ça c'est très important, le discours médical qui dit, mais s'exposer au soleil, désormais c'est positif. Vous allez lutter contre la tuberculose. À l'époque, c'est la tuberculose qui est un peu l'équivalent de ce que sera ensuite le cancer, le sida, etc. L'obsession de la tuberculose, vous allez guérir de la tuberculose grâce au soleil, ce qui est une complète erreur, mais on ne le savait pas à l'époque, d'où les sanatoriums, etc. Donc s'exposer au soleil, désormais, c'est positif. Et puis, c'est un attribut de libération de la femme. Les jeunes femmes s'exposent au soleil, leur maman, elle, désapprouve. Et c'est très net dans les stratégies des magazines féminins à l'époque. Marie-Claire, de l'époque, qui est le nouveau magazine féminin des jeunes filles, est pour le bronzage. Le Petit Ego de la mode, qui est le journal de leur maman, est contre. Mais alors, il y a une idée reçue, peut-être c'est une idée vraie ou reçue, vous allez me le dire, où on explique en fait la couleur blanc, le bronzage était vécu comme la couleur de ceux qui travaillent dans les champs et donc était socialement un peu dévalorisé, et les blancs c'était ceux qui travaillaient dans les bureaux ou en tout cas ou qui n'avaient pas besoin en tout cas de s'exposer dans ces champs ou en tout cas au grand air. Est-ce que c'est une réalité ça ? Ça c'est fondamental, c'est-à-dire que tous les discours médicaux, esthétiques sont secondaires par rapport à la réalité, à savoir qu'on devient de plus en plus une société urbaine et que la distinction ne va plus se faire par rapport aux paysans ploucs, mais par rapport aux cachets d'aspirine, ouvriers ou employés. Et donc la distinction qui est absolument capitale dans les élites va passer par le bronzage. Mais ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, ça descend des élites des années 20, dès les années 30, dans les classes populaires. Et alors, justement, bonne transition, parce qu'à Saint-Tropez, on a un peu la jonction des élites et des classes populaires. Il y a de tout à Saint-Tropez, il y a des yachts et il y a aussi des campings, et déjà dans les années 60. On arrive en juillet 1961, et voilà comment on parle des vacances à Saint-Tropez et du corps des Français à l'époque. La fantaisie, il fallait s'y attendre, c'est à Saint-Tropez qu'elle pouvait le mieux donner toute sa mesure. Côté féminin, la règle admet cette année qu'on soit abondamment vêtu pourvu qu'on laisse apparaître la taille, avec toute la générosité voulue. Côté masculin, on persiste à essayer de lancer la tenue habillée par excellence, le slip ou le short queue de pie avec nœud papillon de rigueur. Quant aux célébrités du cru, on les retrouve, comme Sacha Distel, à l'Épiplage, où le barman a installé ses tables dans l'eau. Ou bien encore au lieu dit la poêle à frire, où les amateurs de bronzage total passent ainsi des heures à rôtir. C'est à cette dernière occupation que se livre, par exemple, Françoise Fabian. Avec tout cela, on comprendra que Saint-Tropez soit le rendez-vous par excellence des curieux. Constatons que les mauvaises langues ont tort. Il y a aussi des pudeurs farouches à Saint-Tropez. Jacques Maillot, vous avez fondé Nouvelles Frontières, au départ une association, dans cette France
de l'époque. Est-ce que c'était un argument pour vous lancer dans ce secteur? Est-ce que cette fascination des Français pour le soleil, pour les vacances, pour un corps aussi un peu décomplexé, c'était un moteur d'action pour vous, d'entrepreneur? Mon argument fondamental, c'était que cela coûtait très cher de pouvoir voyager. C'était ça mon argument fondamental. Ça a toujours été mon but dès le départ, de démocratiser le voyage, de rendre le voyage accessible au plus grand nombre. Il faut voir que dans les années 60, la France était très en retard. 80% des Français n'avaient jamais pris l'avion. Et l'obstacle principal, là, à l'époque, c'était vraiment le prix. Donc, toute mon action, d'ailleurs, j'ai créé Nouvelle Frontière en 1967, mais j'ai commencé déjà à organiser quelques voyages préparatoires à partir de 1965. Et mon premier voyage, il n'a pas été à Saint-Tropez, il a été au Maroc. On a fait un véritable voyage d'études au Maroc, et je m'excuse de politiser encore. J'avais fait ce voyage en coopération avec l'Union des étudiants marocains et avec l'Union des travailleurs marocains, l'UGT. Et donc, on a eu tout de suite des soucis. J'ai failli même déjà être interné par Sa Majesté Hassan II. Mais vous avez choisi l'avion, oui. Vous avez choisi des destinations relativement lointaines, vous parlez du Maroc, et puis surtout ce qui fera votre succès, c'est les Antilles. Oui. Mais attendez, j'ai pas pu... Attends, c'est intéressant. C'est pas n'importe où quand même. Attendez, en 65, j'ai voulu choisir l'avion. Mais vu les prix proposés par Air France, et comme Royal Air Maroc, où l'accueil était fabuleux, mais finalement était lié à Air France, les prix n'étaient pas abordables. Donc on est allé en train jusqu'à Bayonne, on a loué des autocars dans le Gers parce qu'ils n'étaient pas chers, et on est allé en autocar jusqu'à Algeciras, on a mis les autocars sur le bac jusqu'à Tanger, vous voyez. Mais vous avez saisi... En 65, avec 150 jeunes, on voulait y aller en avion, on n'a pas pu y aller en avion. On y est allé en train et en autocar. Et les Antilles, alors, vous avez saisi... Et les Antilles, vous avez raison de parler des Antilles. Alors, les Antilles, j'ai commencé à casser les prix. Pour pouvoir casser les prix sur les Antilles, il faut voir où on était la France. Non mais, ça d'accord. Mais on a compris. Mais pourquoi les Antilles ? Mais pourquoi les Antilles? D'abord, là aussi, pour l'ensemble des Domiens et des Thomiens qui ne pouvaient pas voyager à cause du monopole d'Air France et des prix exorbitants. Mais aussi pour les métropolitains qui voulaient bronzer. Excusez-moi, là, il faut voir les marges qui faisaient sur les travailleurs antillais, réunionnais et tahitiens. Et deuxième chose, pour lancer le tourisme. Non mais attendez, les Antilles, votre question, elle est fondamentale. En 1981, on est obligé d'aller à Bruxelles pour faire des vols pour concurrencer Air France. On a pu partir de Paris pour faire des vols compétitifs et concurrentiels qu'en 1986, après l'élection de Jacques Chirac comme Premier ministre. Comme Chirac, il a tout été. Il a été libéral, il a été protectionniste, il a été étatiste. Pascal Horry. Non, mais c'est la réalité. Oui, mais quand vous entendez ça, vous, l'historien de la culture, vous dites que finalement, l'historien de la culture, il a aussi à apprendre à entendre des acteurs économiques. Que la structure économique, elle est fondamentale dans une histoire même du corps. Ah bah absolument, d'autant plus qu'il y a à la fois accompagnement par, en particulier les stratégies d'entreprise, et en même temps parfois anticipation. Certaines entreprises posent un cadre dans lequel vont s'engouffrer d'ailleurs les autres entreprises et puis finalement les classes sociales, évidemment. Et c'est pareil pour les voyagistes, c'est pareil pour les crèmes solaires. C'est pareil pour tout ça. Finalement, il y a effectivement une anticipation. Alors, j'aimerais qu'on avance un peu dans cette émission et qu'on bascule sur un moment peut-être charnière. On est dans les années 70 et on commence à s'interroger sur les effets du soleil. Et d'ailleurs, peut-être que ça aura des conséquences sur votre activité. Vous allez m'en parler après l'archive. On est en 1975 sur TF1, le 13 juin. Et, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'archives beaucoup plus anciennes où on commence à mettre, à une heure de grande écoute, sur une grande chaîne de télévision, l'accent sur les problèmes du soleil. À utiliser avec précaution. Un mode d'emploi que tous les amoureux du soleil et du bronzage ne devraient jamais oublier. Après 11 mois sans contact avec le soleil, on se jette sur les plages, on n'en bouge plus. Le soleil fait le reste. Et c'est là que les problèmes commencent. Car les rayonnements ultraviolets du soleil, qui à petite dose ont une influence bénéfique sur l'organisme, vont pendant ces longues expositions agresser la peau, détruire les cellules vivantes de sa couche profonde, le derme, qui lui justement prépare votre peau de demain. Le soleil est responsable, pour ceux en tout cas qui en ont pris trop et sans protection, de ce qu'on est convenu d'appeler l'élastose solaire, des états précancéreux et enfin des cancers de la peau. Il y a 3 régions qui sont éminemment sensibles au soleil, le visage, le décolleté et le dos des mains. Ce sont ces régions-là qui vont subir les plus gros dégâts esthétiques.
et pathologique. Alors, il y a deux choses qui m'intéressent. D'abord, vous avez évoqué tout à l'heure le soleil qui guérit de la tuberculose. Là, on voit que c'est le soleil qui rend très malade des cancers de la peau. Et puis, il y a les deux dimensions, la pathologie et le côté esthétique. Ça correspond aussi un peu aux deux marges de manœuvre pour lutter contre le soleil et réhabiliter peut-être une forme de peau blanche, non ? Mais une fois de plus, et c'est ça la leçon de l'histoire culturelle, tout est une question de regard. Dans les années 20, dans les années 30, vous avez quelques voix qui s'élèvent tout de suite pour dire « attention, mélanome ». Mais il n'y a de pire sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. Pendant 50 ans, l'Occident ne veut pas entendre ça. L'Occident veut se libérer son corps, s'exposer au soleil. À partir des années 70, c'est entièrement dans les têtes que ça se passe, parce que c'est pas objectif. Effectivement, le discours sur le cancer commence à prendre le dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'à partir de ce moment-là, votre date est très bien choisie. Le basculement, c'est le milieu des années 70. C'est la fin des 30 Glorieuses, entre parenthèses. C'est un moment dans lequel on est toujours. Depuis la fin du milieu des années 70, on est dans ce monde-là. Bon. Et sur tous les plans, y compris géopolitique. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que fondamentalement, on n'est pas passé à un retour néo-punk, à la blafardise généralisée. Il y a une tribu blafarde, mais il y a toujours la tribu des hyper bronzés. Il y a eu un éclatement. Alors, on va illustrer précisément ce passage avec deux unes du Nouvel Observateur de l'époque, qui est partenaire de cette émission et qui nous envoie régulièrement des unes. Vous allez voir les deux, une de 77, Claire Bretéché, Le temps des bronzés, on est encore 77, on est encore dans, en plus les seins nus, on est dans une exposition au soleil. Et 1980, le même magazine, Vacances, la vogue des plages fraîches. C'est passionnant. Est-ce que Jacques Maillot, dans votre activité, vous avez senti cette évolution des choses? Vous avez senti que tout à coup, les gens voulaient des vacances un peu différentes? Oui. Alors, dans mon équipe, il y a sans doute certains sociologues qui ont dû le sentir. Mais... Ah, attendez, ça m'intéresse. Il y a des sociologues? Oui, bah forcément. Dans mes accompagnateurs, il y a toutes les sensibilités, je dirais, professionnelles et autres. Parce qu'il faut saisir, capter de ce dont parle Pascal Horry, alors. Oui, mais de toute façon, j'écoute avec émotion ce que dit Pascal Horry. Moi, avec intérêt. Si, mais avec... c'est fort, l'émotion. Oui, bien sûr. Mais attention, dans mon optique, c'est avant tout le voyage. Et en plus, j'insiste bien, un voyage vraiment de rencontrer l'autre et avec même une dimension politique. J'ai toujours affiché une dimension politique dans cette démarche de rencontre et de réussite du voyage. Un exemple, on a même fait, au tout début de Nouvelle Frontière, on a même fait des voyages autogérés. On était dans la foulée de 1968, on avait organisé des voyages sans accompagnateur. On préparait à fond le voyage et vraiment Oui, mais alors, d'accord, mais est-ce qu'il y a eu une évolution des destinations? Est-ce que les destinations purement soleil, plage, ont tendance à les destinations, à l'époque, alors par contre, certes, il y a eu le premier choc pétrolier, mais c'était quand même une époque où la géopolitique était moins triste, on pouvait quasiment aller partout. Justement, maintenant, vous prenez une carte du Quai d'Orsay, il y a des endroits où c'est impossible d'y aller. Justement, à partir du moment où on peut aller partout, c'est là où on peut choisir. Oui, mais on peut choisir. Et alors, est-ce que parmi les critères de choix, il y avait les évolutions sociologiques et culturelles qu'on essaie de dessiner? Dans les critères de choix, en effet, déjà, comme notre clientèle s'est considérablement élargie, il y a aussi une partie de notre clientèle qui fait des formules mixtes, qui fait, mettons, une semaine ou 15 jours de voyage, et qui disait, après, on va se poser, et c'est la raison pour laquelle on a lancé des hôtels clubs et même on sait quelques formules de séjour. Donc formule mixte, 15 jours de voyage, de contact, de découverte et aussi un peu du séjour. Donc vous avez mêlé les tribus dont parle Pascal Horry. Tout à fait, on était dans l'air du temps. Attendez, je vais vous donner quand même un chiffre. On avait fait voyager 1000 personnes en 67. On en a fait voyager, on était à 40 000 déjà en 1973. Hein. J'avais 4 salariés en 1967. Quand j'ai quitté mon groupe, il y avait 10 000 salariés. En 2001. En 2001, il s'est passé quelque chose quand même. Alors, outre cette glorieuse expérience professionnelle, absolument, on revient sur la question de la peau, sur la question du bronzage, et j'avais complètement oublié, peut-être vous aussi, mais en 2012, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans, il y a eu un scandale. Un scandale sur la question du bronzage, et le journal de France 2 de Laurent Delahousse s'en faisait l'écho. Vous avez peut-être vu cette nouvelle campagne de pub pour les maillots de bain de la marque H&M. Eh bien, le corps des mannequins a soulevé la polémique en Europe. Ici, il n'est pas question de maigreur excessive, mais de la couleur du bronzage. Par exemple, une association suédoise de lutte contre le cancer a fait part de son émotion. Quelle a été la réponse de la marque? On voit cela avec Caroline Sins et Arnaud Jacques.
Un corps parfait et une peau exagérément bronzée. Pour vendre ses maillots de bain, la marque suédoise H&M a voulu frapper les esprits. Et ça marche. Dans son plus grand magasin sur les Champs-Élysées, la collection part à toute vitesse. Cette publicité fait rêver beaucoup de femmes. Je la trouve effectivement très jolie, bien faite, mais très bronzée. Un peu trop. On achète ce genre de maillot de bain, après on se dit, bon, peut-être que si je suis bronzée comme la dame dans le clip, ça nous irait bien, quoi. Ouais. 60 000 nouveaux cas de cancer de la peau apparaissent chaque année en France. Les professionnels dénoncent le bronzage comme un idéal de beauté dangereux pour la santé. Alors, le bronzage redevient-il tendance? Dans ce magazine féminin, on préfère les mannequins à la peau claire. Ça fait de nombreuses années qu'on est revenu de l'ultra-bronzage. Enfin, l'ultra-bronzage 70, où les filles étaient pain d'épices, ça on le fait plus. Et puis, globalement, dans l'idée maintenant, c'est pas quelque chose de très chic, le bronzage à outrance. Pascal Horry, le fait qu'on en arrive à un scandale de ce type-là, est-ce que ça ne dit pas qu'on est arrivé quand même à la fin d'un cycle? Non, ça veut surtout dire qu'on est dans une période extraordinairement protestante, hygiéniste, moralisatrice. Ça vaut pour la consommation de la viande d'animaux. C'est-à-dire que maintenant, chaque acte de la vie quotidienne est jugé en fonction de critères moraux qui renvoient à une philosophie à la fois très individualiste et en même temps très communautaire. Et culpabilisante. Et voilà, je pense qu'on ira de plus en plus dans cette direction. Jacques Maillot, je suis sûr que ça vous fait réagir. Ça. Ah oui, ça me fait réagir. Je suis contre cette société où on cherche à nous culpabiliser. Alors, vraiment, je suis pour vraiment une liberté totale. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Alors, si on a envie de bronzer et d'être couleur pain d'épices, très bien. Mais à la limite, mais l'individu est libre. Et si par contre on n'a pas envie de bronzer, on ne bronze pas, c'est tout. Juste peut-être une toute petite nuance. L'individu est libre, mais quand il y a un cancer, c'est le coût de la collectivité. Oui, la solidarité, je suis d'accord. Ça, c'est un raisonnement très 2016. C'est aussi les fumeurs. Alors, en effet, les gens qui fument, ce côté-là, après on nous présente l'addition et on y participe. Mais ça fait c'est la solidarité. Bon, on a commencé sur le bronzage, on finit sur le libéralisme, et pourquoi pas? Ça dessine bien vos deux caractères. Pascal Horry, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je rappelle l'un de vos derniers livres, Ce que dit Charlie, chez Gallimard, qui est une étude historique vraiment sur les effets et les impacts de Charlie Hebdo, et puis l'invention du bronzage, il y a quelques années chez Complexe, et si des éditeurs nous écoutent, il faudrait le rééditer. Et en face de vous, il y avait Jacques Maillot, qu'on ne présente presque plus, notamment un habitué des grandes gueules chez nos amis de RMC. Merci beaucoup d'avoir été mes invités. L'Archive en Plus cette semaine nous conduit sur les routes du Tour de France où, et c'est une habitude de la Ve République, le président de la République vient habituellement assister à une étape, presque un passage obligé pour faire corps, encore une fois, avec cet événement qui se confond avec l'histoire et la géographie de la France. En 1960, le Tour passe à colomber les deux églises et tombe, incroyable surprise, sur le général de Gaulle. Évidemment, pas vraiment une surprise. En 1985, François Mitterrand fait une apparition également, entre guillemets, surprise, sur les routes du Tour. 15h37, la côte de Montaut dans l'Isère. Ce n'est pas le sous-préfet Auchan, c'est le chef de l'État sur la route du Tour. Une surprise? Ah oui, oui. Alors, micro, photo, bravo, petite bousculade évidemment, mais tout est bon enfant. Énormément. Attention, là les coureurs. Si vous étiez l'entraîneur de Bernard Hinault, qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour la fin du Tour? Je lui conseillerais d'agir selon son instinct, comme il se sent. C'est à lui de décider, personne à sa place. C'est un travail d'équipe, le cyclisme. C'est un peu comme le gouvernement et le chef de l'État avec le gouvernement, un peu. Beaucoup, sans doute. Enfin, tout de même. Dans une équipe, quand même, chacun joue sa chance. Au début, du moins. Au sein d'un gouvernement, c'est plus compliqué. Décidément, quand un président de la République est sur le Tour de France, la politique n'est jamais loin. Et les propos de François Mitterrand sur la cohésion théorique d'une équipe gouvernementale derrière le président pourraient être tout à fait de François Hollande. Et c'est vrai que ce sport collectif où la victoire finalement individuelle suit toujours les souffrances n'est peut-être pas si éloigné que cela de la vie politique. Pascal Horry, je voyais réagir pendant l'archive. Oui, François Mitterrand comme champion cycliste qui a été longtemps pouli d'or et qui a finalement réussi à être une sorte de Jacques Anquetil. Ça, c'est juste. Allez, pour terminer, comme chaque fois, un conseil lecture du bronzage au Tour de France. On a beaucoup parlé de corps dans cette émission et on va y rester
pour mon choix de lecture de cette semaine. Une fois n'est pas coutume, un livre d'histoire ancienne, d'histoire grecque pour être plus précis, la biographie du plus grand des sportifs, le lutteur du VIe siècle avant Jésus-Christ, Milon de Crotone, qui prend vie dans ce magnifique livre d'histoire de Jean-Manuel Roubineau aux presses universitaires de France. À partir de sources fragmentaires, postérieures à la vie de Milon de Crotone, Roubineau décrit une nouvelle figure sociale, l'athlète, et des valeurs, la force physique, notamment dans les mains et les bras, l'appétit, il aurait dévoré un bœuf en un seul repas, l'affrontement agonal, mais aussi la naissance de la diététique exclusivement carnée. Mais il y a aussi la mort légendaire de Milon, à laquelle Roubineau consacre de belles pages. Dévoré d'orgueil, Milon avait essayé de fendre un chêne de ses mains et qui resta, Milon coincé, fut finalement mangé par les loups. Pour Roubineau, c'est le signe que l'athlète, aussi puissant soit-il, reste dominé par la nature. Il n'est pas un dieu, j'ai envie de dire pas encore, quand on voit aujourd'hui le statut de certains athlètes. Et comme chaque semaine, pour terminer cette émission, un invité du passé, aujourd'hui Pierre Mauroy. Au revoir. Vive la France. Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro.